était sur notre top liste quand on a lancé le podcast. Lola Cesse était très haut dans notre liste de gentils. Oh là là, mais j'adore. Déjà, être dans la liste, c'est trop cool, mais en plus, en haut de la liste, c'est hyper valorisant. Merci beaucoup. Nombreux à avoir essayé d'être moi, ils n'ont pas réussi, les gars. Bah ouais, évidemment. Et t'arrives pas à la cheville. J'en ai encore croisé un la dernière fois au supermarché qui essayait d'être toi. Je lui ai dit non, écoute, Hervé, on va pas perdre de temps. Les mêmes lunettes, méconnaissables. Hervé, c'est toi, Lola? Attention, Fast and Furious. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. On arrive presque à la fin de la saison, enfin même je pense que ce sera le dernier. Je sais pas dans quel ordre on va sortir les épisodes qui arrivent, mais je pense que celui d'aujourd'hui sera le dernier. Donc bonjour Léa. Bonjour, je suis contente que tu me dises bonjour. Tiens, j'ai pensé à te dire bonjour avant d'annoncer l'invité. Franchement, il y a du progrès de ouf pour le dernier épisode de la saison. Je pense que je pouvais pas faire mieux. C'est parfait. Voilà. Bonjour Léa. Et aujourd'hui, on est trop contente parce qu'on reçoit Lola, donc Lola Cesse, qui fait partie du groupe Les Coquettes. Bonjour Lola. Salut. Tu vas bien? Ça va, je suis trop contente d'être là. Bah ouais, ça va. On est trop contente de te recevoir. Franchement, c'est un vrai honneur. Comme on te disait hors antenne. Oh là là, j'ai l'impression d'être une star quand je dis ça, de la radio. Comme on te disait avant l'enregistrement, tu étais dans notre top liste des gentils et c'est vrai que voilà, t'es tellement adorable sur les réseaux qu'on a envie d'être ta copine, donc on s'est dit allez, allons-y, on l'invite dans Trop Bonne, Trop Cool. Bah moi ça y est, je suis votre copine, hein, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est acté. Bah c'est acté, mais bien sûr. Du coup pour le brunch dimanche, tu me diras l'adresse. Je fais des crêpes et t'es bien. J'adore les crêpes. Voilà. I mean. Évidemment. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter, Lola, de la manière dont tu le souhaites? Oh là là, bah ouais, je m'appelle Lola. On nous le demande souvent, mais souvent dans un cadre genre quand tu viens pour les coquettes, ou quand tu viens pour un casting, ou quand tu viens... Là, on me le demande pour la vie. Là, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, voilà. Tu peux même dire cette phrase que j'ai trouvée sur Internet sur toi, que j'ai adorée. Lola Cesse, une Corse devenue star des comédies musicales. Tu veux que je te dise la vérité, c'est un des articles dont je suis le plus fière. En fait, j'assume tout parce que j'ai fait une photo en Corse. Genre, c'est sorti dans le Corse Matin, tu sais, c'est vraiment le journal hyper important que tout le monde achète le matin en Corse. Et ma mère, ce jour-là, a reçu, mais je sais pas, genre 70 coups de fil de « Il y a ta fille dans le Corse Matin !» J'étais trop fière, quoi. Je me suis dit « Waouh, trop bien !» Donc, c'est l'article. Par contre, la photo est dégueulasse. Genre, vraiment, ils m'ont fait une photo dans les rues de Bastia. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est la pire photo que j'ai jamais eue sur un papier. Donc, ben voilà, je vais commencer par me présenter en disant que je m'appelle Lola et que je suis corse. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est fait. J'adore la Corse. J'y passe minimum 2 mois par an. C'est ma maman qui est corse. Voilà, j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune en vacances, même si j'y ai jamais habité. Et je suis très attachée à mon île. Je la trouve belle, je la trouve sauvage, je la trouve généreuse. Je la trouve, elle me plaît quoi. Voilà. Dans la vie, comme métier, je suis chanteuse et comédienne et j'ai un groupe qui s'appelle Les Coquettes, avec un spectacle qui mélange de l'humour et des chansons. Je suis aussi une maman, une épouse, une fille. Je suis très proche de ma famille, en général et particulièrement de mes parents qui habitent 2 étages en dessous de chez moi. Trop bien. Voilà, très pratique quand on est maman et intermittente du spectacle. Voilà. Que c'est malin. J'aime la mode à fond. La mode m'aime pas trop parce qu'elle fait pas beaucoup de vêtements à ma taille, mais c'est pas grave, je lui en veux pas et je l'aime quand même. Voilà, j'ai des très bons amis autour de moi. J'en ai pas énormément, mais ceux que j'ai, ils me sont précieux et je les aime beaucoup. Et c'est déjà pas mal comme présentation, non? Ouais, c'est déjà vachement complet. C'est trop bien, ça faisait hyper scolaire et tout, j'ai adoré. Attends, mais moi je suis une fille très appliquée. Moi, tu me donnes une consigne, je respecte la consigne. C'était parfait, franchement, c'était parfait. Donc, on va démarrer du coup avec la première question. Ça veut dire quoi pour toi être gentil et comment ça se manifeste dans ton quotidien? Franchement, elle est difficile cette première question. Je sais pas en fait si je suis gentille. C'est difficile de se qualifier soi-même de gentil. C'est souvent les autres qui doivent dire si t'es gentil ou si t'es pas gentil. Puisque je crois que la gentillesse, c'est un acte vers l'autre. Donc je crois qu'à partir du moment où on se dit soi-même gentil, ça veut dire qu'on s'est regardé avant. Donc je sais pas si je peux dire que je suis gentille. En tout cas, j'aime les gens gentils.
ça fait peut-être de moi quelqu'un dans ce groupe-là parce que je suis attirée maladivement par les gentils. J'ai un mari très gentil. J'élève parce que c'est un garçon que j'ai. J'élève mon garçon avec cette notion d'empathie et de tourner vers les autres assez forte. Je crois que la gentillesse, en premier, c'est de la curiosité. C'est-à-dire que avoir la curiosité de l'autre, avoir la curiosité de savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, avoir la curiosité d'essayer de le mettre dans une bonne situation. Après, je trouve que c'est parfois une très belle qualité et parfois une qualité qui te dessert. Eh bien, on va pas te laisser comme ça. Pourquoi est-ce que parfois ça te dessert? Qu'est-ce qui peut t'handicaper dans ta gentillesse et ton empathie? Ben, par exemple, quand j'aime pas, ça va. J'arrive à être raisonnablement gentille. Tu vois, genre polie, sympa, souriante. Voilà. Quand j'aime, que ce soit de manière amoureuse, de manière amicale, de manière familiale, et ben, j'arrive plus trop à penser à moi. Donc ça, c'est un peu complexe et c'est vraiment quelque chose notamment que je travaille vachement avec mon fils parce que vraiment c'est hyper important pour moi qu'il soit très empathique et tourné vers les autres et en même temps j'ai pas envie qu'il ait les désagréments de ça. Il est très sensible comme sa maman et je trouve que parfois ça peut rendre malheureux et moi j'ai pas envie qu'il ait ce truc-là parce que bah, parfois on se trompe, on aime les gens gentils, mais parfois on s'entoure pas que de gentils. Et quand tu as une nature, j'ai du mal à me dire gentille, mais en disant quand tu as une nature plutôt gentille et qu'en face de toi il y a quelqu'un qui a pas cette nature-là, bah, tu te fais rapidement bouffer. Et moi, ça a pu m'arriver, même si j'ai un gros caractère, une grosse personnalité et que voilà, j'ai quand même pas une tendance à me laisser faire, mais quand j'aime, ben, je suis une merde. Voilà. C'est la conclusion. Ça sera le titre de l'épisode. Ah, c'est sûr, quand je suis une merde. Je suis une merde. J'allais me le noter parce que c'est sûr que ça sera le titre de l'épisode. Oh merde. Franchement, c'est la meilleure phrase. Mais moi, je me retrouve énormément dans ce que tu dis. Je sais qu'avec mes amis très proches, mon copain, pareil, j'ai cette tendance à... Et tu sais, un peu syndrome du sauveur aussi, à vouloir tout arranger pour eux, tout le temps. Et moi, alors qu'ils t'ont rien demandé. Oui, et après, je leur en veux de ne pas arranger pour moi. Mais sauf que eux m'avaient rien demandé au départ. Ouais, et moi, clair. en plus, j'ai pas verbalisé mon besoin. Donc, si tu veux, c'est quand même difficile pour eux d'être à la hauteur de ça. Est-ce que ça aussi, tu le vis, notamment avec ton fils ou ton mari au quotidien? Mon fils, je me dis qu'il ne doit pas répondre à mes besoins. Enfin, tu vois, je me dis, je suis là pour lui et lui, il doit surtout pas être là pour moi. Mais bien sûr, j'ai du mal à le faire avec mon mari, avec ma famille, avec mes amis. D'ailleurs, j'ai une chanson dans le spectacle des Coquettes que je chante toute seule, c'est la seule d'ailleurs, et qui s'appelle Le cœur lourd et qui raconte exactement ça. C'est-à-dire que moi, je suis la marrante, moi, je suis la rigolote, moi, je suis la sympa, moi, je suis la maman, moi, je suis la rassurante, moi, je suis la copine qui laisse son portable allumé la nuit parce que si t'as une galère, je viens te chercher. Et du coup, quand t'es comme ça, tu instaures des rapports avec les gens qui sont donnant-donnant. C'est-à-dire que j'ai complètement conscience que j'y trouve mon compte à un endroit d'être à cette place-là. Sauf que du coup, quand tu as cette place-là et que toi, tu as le désir à un moment de ta vie de changer de place parce que ton quotidien, il a changé, parce que tu as eu un souci, parce que tu as eu un chagrin, parce que tu as eu une tristesse, d'un coup, les gens, ils savent plus être là pour toi parce que toi, tu leur as jamais demandé d'être là. Ils ne sont pas habitués à ce rapport-là et les rôles, ils sont prédéfinis et c'est ce que je dis dans ma chanson. Je dis, on peut tous changer de rôle et de place, en fait. On a le droit, il faut s'autoriser soi-même. Moi, c'est un long travail pour moi déjà de dire, par exemple, bah, aujourd'hui, ça va pas super. Alors que moi, c'est pas ma nature parce que moi, je suis la fille qui, ça va super toute la vie, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas vrai. On a tous nos failles et évidemment, il y a des jours où ça va pas super. Et quand tu n'arrives pas à le dire, bah, les gens, ils peuvent pas être là pour toi. Et même quand tu arrives à le dire, tu les as tellement habitués à pas être là pour toi qu'ils ne savent même pas comment faire pour être là pour toi. J'ai l'impression que du coup,
comme toi, tu anticipes beaucoup les besoins des autres et que tu as besoin d'être là pour eux, moi, je suis dans la même posture que toi. On a l'impression que les gens vont réagir pareil. Enfin, tu vois, il y a un côté miroir en se disant que si on fait ça, tu vois, on le fait pas par intérêt, on n'espère pas que les autres vont faire comme nous, mais en fait, comme nous, on a cette personnalité-là de vouloir vraiment aider les autres et se rendre disponible, bah, en fait, intérieurement, on est déçus quand ils le font pas pour nous, alors qu'on leur a jamais demandé. Moi, je trouve que c'est un défaut de communication, en tout cas de ma part, d'hypothétiser que comme moi j'ai réagi comme ça, et du coup je sais pas toi si tu arrives à justement mettre des mots là-dessus quand tu as besoin des autres, est-ce que maintenant tu arrives à le verbaliser ou comment tu le fais au quotidien? Alors, j'essaye de le faire déjà parce que c'est un long travail et puis ça fait pas si longtemps que ça que je m'en suis rendu compte vraiment que j'avais ce fonctionnement-là. J'essaye de le faire. Après, même en le faisant, t'as pas forcément toujours les retours ou les réponses escomptées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu as quand même des réflexes. C'est-à-dire que même si je vais le dire, je vais pas forcément accepter qu'on m'aide, pas de manière frontale, mais je vais faire en sorte que quand même, je me démerde, ou je vais faire en sorte de donner la sensation à l'autre que je suis contente qu'il soit au courant et qu'il a un regard sur moi, mais quand même, je serais peut-être mieux à me consoler toute seule, ou ce genre de truc. Pas de manière frontale, mais un petit peu biaisée. Après, moi, la question que je me pose, par exemple, en ce moment sur ce sujet-là précisément, parce que je me dis le comportement des autres, je pourrais jamais le changer. Mais par contre, ce que je peux faire évoluer, c'est mon comportement. Et moi, j'essaye de comprendre en ce moment, par exemple, pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment 100% de l'empathie et tourné vers l'autre, ou est-ce qu'il y a aussi une partie de moi qui, quand elle est là pour les autres ou qu'elle aide les autres, est-ce que finalement à un endroit c'est pas égoïste et ça me remplit pas d'une certaine façon. Et c'est ça que j'essaye de comprendre parce que des fois je me dis c'est peut-être aussi lié au désir, à la peur par exemple de pas être aimé ou d'être abandonné ou de pas être considéré. Et, et moi ça m'intéresse plus parce que je me dis bon, savoir que tu as un fonctionnement un petit peu biaisé et que forcément donc ton entourage a des réactions biaisées autour de toi, c'est une chose. Mais te demander toi qu'est-ce que tu peux faire pour agir concrètement et pour essayer d'agir, je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça. Donc moi, c'est plutôt là-dessus que j'essaye de travailler, de me dire pourquoi je fais ça dans le fond, c'est quoi mon problème à moi, quoi, tu vois. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense qu'en plus, une fois que tu comprends, tu arrives peut-être plus facilement aussi à expliquer à l'autre, en tout cas les personnes dont tu es proche et où tu as besoin qu'elles comprennent ce qui se passe, quand tu arrives à leur verbaliser qu'en fait la réaction elle est liée à cette blessure, ce manque, cette douleur, que sais-je, peut-être que l'autre va pas faire comme toi, anticiper tous tes besoins, mais en tout cas peut-être avoir des changements de comportement pour pas trigger ces choses-là, tu vois, pour pas trigger ta peur de l'abandon, de pas être aimé, enfin, Bien peut-être juste sûr. des petites paroles rassurantes, et puis, et puis après on est Bah, reparti pour maintenant, par 3 exemple, jours. oui, maintenant avec mon amoureux, par exemple, je vais essayer plutôt que de lui dire je ressens ça et en attendant qu'il ait la réaction que j'attends sur un truc, je vais plutôt essayer de dire j'aimerais ça, je voudrais ça, je voudrais pendant une semaine, franchement, j'aimerais bien que tu m'envoies un petit texto d'amour tous les jours parce qu'en ce moment j'en ai besoin. Juste le dire en fait. Alors au début je me disais non, il doit le comprendre lui-même, c'est ça dont j'ai besoin. Et au final lui il était frustré parce qu'il sentait bien qu'il répondait pas à ma demande. Moi j'étais frustrée parce qu'il faisait pas ce dont j'avais besoin. Et donc maintenant, en fait, je le dis et du coup, c'est plus simple. Ça veut pas dire qu'il le fait à la lettre parce qu'il est libre, il fait bien ce qu'il veut, mais au moins, je réussis à dire mes besoins. Et c'est déjà un C'est bon déjà début. une Moi je étape trouve ça déjà énorme. super. Ouais, c'est clair, Mm. c'est clair. Bravo, franchement, bravo. Baby applause. Il y a plus de podcasts. Ouh, 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 ouh. Oui. ASMR. Bravo Lola. Ah non, ça les laisse interdit. T'es allé trop loin. Tu vas C'est un toujours trop loin. podcast hautement sexuel d'un coup. Ouais, c'est ça, exactement. On va être interdit au moins de 18. Après, on va être ban de partout, là. Mais à chaque fois, je fais l'extra mile qui n'était pas nécessaire. Genre vraiment. Moi, j'aime. Tu sais. Moi, quand ça déborde, j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est sage, tu vois. C'est mon petit côté rebelle. Rebelle, ouais, c'est ça. Je te Moi, jure. j'ai une question pour toi, Lola. Ah, pardon, je t'ai coupé, Léa. Non, 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 vas-y, je t'ai je pas coupé. rigolais Non, juste. c'est bon. Je continue de rigoler. J'ai coupé ton rire. J'ai une question, Lola, parce qu'au début, quand tu as défini la gentillesse, tu nous as dit c'est quelque chose qui est par rapport aux autres
Donc vraiment tourné vers l'autre. Est-ce que tu es gentille avec toi-même? Je dirais que une grande partie de moi est plutôt gentille avec moi-même. C'est-à-dire que comme j'ai un naturel quand même très optimiste, c'est vraiment quand même quelque chose qui me caractérise. euh, euh, je vais, euh, je vais me faire du bien en général. Ouais, alors là, juste Pardon, après on continue dans les le trucs un bruitage de peu. bouche, c'était bizarre. Non, mais moi, je suis un Alors, enfant, tu sais, si tu dis prout, je rigole. Donc là, bah, je sais me écoute, faire alors du on y bien. va, donc prout. Alors j'ai une tendance donc à me faire du bien, c'est-à-dire à essayer d'écouter quand même ce dont j'ai besoin, même si j'ai du mal à le dire aux autres, j'arrive à me le dire à moi-même. Donc ça va passer par tiens, là je sens que j'ai besoin d'aller me faire masser, eh ben je vais aller me faire masser. Tu vois, les fringues par exemple, c'est un truc, moi ça me fait du bien. Comme j'aime ça et que j'ai été pas mal frustrée dans ma vie avec ça, aujourd'hui que je travaille un peu plus et que j'ai un peu plus les moyens, et ben, je vais souvent faire du shopping parce que ça me fait du bien. Oui, j'ai quand même une tendance à plutôt être gentille avec moi-même, à être douce. Après, je vais être peut-être exigeante, on va dire, sur certaines choses, par exemple le travail. Même si je suis très fatiguée, si j'ai du boulot, ben, je vais me mettre la race, comme on dit, pour finir ce que j'ai à faire. J'ai une exigence, on va dire, avec moi. Mais par contre, je me fais pas de mal, en tout cas. Et ça a toujours été comme ça ou ça a évolué au fil des ans et des années? Est-ce que ça a toujours été sympa avec toi ou tu as eu une période un peu moins sympathique, on va dire, notamment à l'adolescence ou ce genre de moment? J'ai été plutôt quand même toujours sympa avec moi, mais je pense que ça n'a aucun rapport avec moi et avec mon caractère. C'est que je fais partie de ces gens qui ont été élevés dans un bain d'amour. En fait, moi, j'ai des parents qui ont beaucoup de défauts, comme tous les parents, hein. Qui n'ont pas toujours eu les paroles justes, qui n'ont pas toujours, voilà. Maintenant que je suis mère aussi, je sais bien que bah, c'est comme ça pour tous les parents. On essaie juste d'en avoir au minimum. Euh, mais malgré tout ça, malgré tout, voilà, j'ai été ado, hein, j'ai été en conflit avec mes parents. Mes parents, enfin surtout mon papa me trouvait trop grosse, donc on avait des conversations là-dessus, et c'était pas cool et j'aimais pas. Mais malgré tout ça, ils ont tous les deux fait un travail admirable à un endroit, c'est que ils m'ont tellement entourée d'amour que souvent je parle de ça avec mon amoureux. Euh, En fait, moi j'ai été élevée d'une manière que quand il y a un ruisseau, je me dis pas tiens je suis stoppée par ce ruisseau. Moi pour moi c'est une évidence que je peux le sauter. Il y a des gens quand ils arrivent devant un ruisseau, ils vont dire ah panique, on freine des cas de fer, c'est une catastrophe, comment on va faire? Moi on m'a appris, il y a le ruisseau, on saute parce que de l'autre côté il y a quelqu'un pour t'accueillir. Et moi, je crois en tout cas, c'est ce que j'essaye de reproduire en tant que maman. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, je pense que tes parents t'offrent, forcément, ce qui fabrique chez toi, c'est à un endroit un amour inconditionnel de toi-même. C'est-à-dire que parfois, je me dis, j'ai été nulle, mais je me pardonne parce que je sais ce que c'est d'avoir été aimée de manière inconditionnelle. Alors, je suis capable de le reproduire avec moi-même. C'est trop cool, ça fait envie. Je J'écoute trouve ça comme ça une très beau. masterclass. Ouais, c'est vrai, très très joli. Enfin, Là, c'est tout doux. je le pense vraiment, c'est-à-dire que je peux facilement, quand on a reçu ça, c'est facile de voir dans notre entourage les gens qui ont connu ça ou qui ne l'ont pas connu. Et c'est très visible en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance à un endroit qui est ancré, c'est-à-dire on a des doutes, on a des peurs évidemment, mais il y a quelque chose de solide. En fait, il y a un socle. Et ce socle, on peut se reposer dessus. Et ça, c'est vraiment précieux en fait. Ouais, c'est trop chouette si t'arrives à le répercuter avec ton fils. Enfin, tu vois, du coup, ça va être c'est sans fin en Je sais fait. pas si Vu j'y que toi, t'as arrive. eu cette. Bah, si, je pense que si. Enfin, tu vois, comme t'as ce truc. Léa dit que oui. Moi, Donc je c'est dis bon. que oui. Moi, je suis sûre que oui parce que je trouve que t'es tellement, enfin, tu vois, t'es tellement solaire et on voit que tu vois, t'as envie de faire les choses bien et tout. Et du coup, le fait que tes parents t'aient transmis ça, je pense que c'est une belle continuité, tu vois, sur ce que tu rayonnes avec tes amis, avec tes proches, ton mari, puis avec ton fils, tu vois. Je pense que ça va être une belle continuité J'essaie de. en tout cas de tout mon cœur de lui offrir ça parce que je sais maintenant à quel point c'est précieux en fait. Moi, je m'en suis rendu compte aussi je sais pas pourquoi je fais que des moi-jeux aujourd'hui, mais avec Clément. Ah, on est là pour Euh, ça, on échange, tu vois. Oui. Je fais un ping-pong. Non, mais en fait, quand tu grandis, tu as toujours l'impression que ton schéma familial,
et le schéma unique existant, etc. Moi, comme toi, Lola, j'ai eu la chance d'être entourée par beaucoup d'amour, des parents très disponibles, très bienveillants, qui n'ont jamais essayé de faire de moi ce que j'étais pas. Et c'est en rencontrant les familles de mes amis, la famille de mon copain, etc., que je me rends compte aujourd'hui, avec le recul, de la chance que j'ai et de la confiance que effectivement ça m'a donné. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu à prouver quoi que ce soit à mes parents. Ils Exactement. sont toujours partis du principe que c'était suffisant ce que je faisais Que et que je c'était pouvais y super. arriver. Voilà. Et que c'était la fille de leur rêve. Et... Moi, je le dis tout le temps à mon gosse. Je lui dis, tu sais, t'es le petit garçon de mes rêves. J'avais un rêve dans ma tête avant que tu naisses. Et ben, t'es né et t'es encore mieux que mon rêve. T'es parfait. En fait, je te trouve beau, je te trouve malin, je te trouve gentil, je te trouve tendre. Et en fait, je pourrais lui dire toute la journée en espérant que il me croit, en fait. Ouais, non, mais c'est très, Et très donc, précieux. t'as vu, excuse-moi parce que du coup je t'ai coupé. Donc t'as reconnu qu'il y avait des schémas différents. Oui, C'est là que tu mais t'es oui, parce rendu compte de que, la chance que tu tu avais. vois, exactement, parce qu'on en parle beaucoup. Moi, j'ai le plaisir de partager mes bureaux avec une très bonne amie, Julie, que je vais citer dans chaque épisode de Oui, je podcast, pense que qui nous fait un grand coucou sur le côté. crédité à chaque fois, on va la créditer. Je pense qu'il faut qu'elle rejoigne le groupe. Mais tu vois, je pense qu'on a eu des éducations très différentes. Et donc, moi, j'ai toujours eu complètement confiance en moi, ce qui fait pas de moi quelqu'un de sûr, de serein, de Et puis qui rassuré ou écrase les d'autant. autres. Enfin, tu vois, c'est Non, aussi, mais tu vois, juste, j'ai confiance dans qui je suis, ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, enfin, etc., etc. Parce que mes parents m'ont toujours mis dans cette chose-là. Et Julie, à l'inverse, qui a eu une éducation où on attendait beaucoup d'elle, je me tourne vers elle pour vérifier que je dis pas de bêtises, mais où par exemple par rapport à son papa, il y a eu beaucoup d'attentes, enfin presque pas une compétition, mais quelque chose de ce niveau-là, qui fait qu'aujourd'hui, alors il y a plein de choses qui font que, hein, mais Julie, elle le dit souvent, tu vois, si seulement elle avait confiance en elle, ce que ça lui permettrait de faire, la charge mentale que ça lui enlèverait. Et tout ça, ça vient d'une éducation, d'un parcours de vie. Et après, derrière, c'est plus difficile à rattraper. Donc oui, je pense que c'est une vraie, vraie chance d'être entourée de confiance, d'amour inconditionnel. Parce que pour le coup, moi, j'en ai fait des bêtises, mais jamais mes parents ont remis en cause l'amour, enfin la base de notre relation. Et aujourd'hui, moi, ça me sert, mais tout le temps. Et tu t'en rends compte en grandissant. Ça t'offre une liberté en fait. La liberté de te tromper, la liberté d'être mauvaise sur quelque chose et de se dire que ça va pas engendrer quelque chose en lien avec ta valeur en fait. Le droit à l'erreur, c'est fondamental. Oui, voilà, le droit à l'erreur, c'est ça. Moi, pour le coup, j'ai eu une enfance, enfin, que je pensais heureuse. Et en fait, en le racontant autour de moi, les gens m'ont dit, mais en fait, ça n'a pas été si fun que ça. Et en vrai, non, ça n'a pas été si fun que ça. J'ai des parents divorcés, j'ai une maman pas très bien dans sa tête. Et en fait, j'ai vu ma mère se faire écraser par les autres. Et ma mère, c'est la bonne poire. Tout le monde lui dit qu'elle est trop gentille. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais besoin de créer ce podcast avec Léa, parce que j'ai envie de prouver que c'est pas parce qu'on est trop gentil qu'on se fait marcher dessus. Et ma mère, c'est clairement le cliché de la trop gentille qui du coup voilà, a été prise pour une conne toute sa vie, et en fait elle s'est renfermée sur elle et a arrêté un petit peu de vivre parce que les gens lui roulaient dessus. Donc en fait elle a préféré se retirer du monde, se dire voilà, moi c'est comme ça que je serai plus heureuse. Et en fait moi j'ai toujours vu ma mère comme ça, pas très heureuse dans sa vie, mais du coup se protéger beaucoup. Et moi je suis arrivée dans le monde en mode oh mais ça veut dire que si je dis que je suis trop gentille, les gens ils vont me rouler dessus, si je fais telle action. Enfin j'avais vraiment ce schéma là de me dire une femme elle est forcément mal vue par les hommes, ou forcément abusée par les hommes parce qu'ils ont une grande prestance. Moi voilà, elle idolâtrait mon père. Donc il y avait tout un truc de schéma où tu arrives dans le monde comparé à vous, où les parents vous ont mis beaucoup de confiance et beaucoup de self-esteem. Moi je suis arrivée en mode bon va falloir tout construire. Donc à 18 ans j'ai pris ma valise, je suis partie à l'autre bout de la France et je me suis dit bon allez, maintenant il faut essayer de grandir toute seule et de déconstruire tout ça. Et franchement là ça va beaucoup mieux. J'ai pris quelques années voilà pour en arriver là, mais c'est hyper dur. Et je pense que c'est important aussi de le dire aux auditrices, aux auditeurs, que les schémas familiaux, on les contrôle pas. Enfin, voilà, vous avez eu cette chance, et nous, enfin voilà, c'est chacun à son schéma. Il faut pas s'en vouloir pour ça, parce que moi j'ai eu énormément de culpabilité du fait de ma mère, de tout ça, et du coup il faut arriver à s'en dégager et à se dire en fait c'est pas entre nos mains, comme ce que tu disais tout à l'heure Lola, qu'on peut pas contrôler le comportement des autres, mais qu'on peut essayer de corriger un petit peu des choses qui nous font du mal, et de nous à nous, et du coup on peut pas contrôler dans quoi on a grandi et tout. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Bah oui, et bravo pour l'audace et la reconstruction. Et moi, je suis très admirative des gens qui
qui se construisent sur leur propre socle. Justement, je parlais de socle tout à l'heure, qui à un endroit, quand on nous a offert ce socle, c'est plus facile, quoi. Quand on doit construire son propre socle, ça veut dire qu'on doit dedans y mettre des valeurs. Ça veut dire qu'en plus de tout le reste, on doit faire des vrais choix sur la personne qu'on a envie d'être. Alors que j'ai l'impression, quand on a été entouré d'amour, on doit faire des choix sur la personne qu'on a envie d'être, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence quand même. Et donc, bravo pour ça. Non, mais je disais pas du tout ça pour me faire mousser. Enfin, c'était Non, vraiment juste pour faire le parallèle. mais tu le mérites quand même, merde. Tu as le droit de dire des gros mots ou pas? Oui, ah bah oui, tout à fait, t'as le droit. Au début, je mettais des paillettes pour faire style qu'on était vraiment, on vivait dans un monde de licorne et je trouvais ça drôle, mais en fait, tous les épisodes, on dit trop de gros mots et du coup, j'ai arrêté de les biper. Pour être tout à fait transparent avec tout le monde. Ouais, et j'avais une question du coup pour rebondir sur ce que tu disais au début. Tu disais que tu t'entourais de gentils. Comment tu sens toi les gentils? Enfin, est-ce que tu as un feeling particulier? Est-ce que dès le début tu sens qu'une personne est gentille? Ou est-ce que tu t'es fait avoir malheureusement par des gens qui t'ont un peu roulé dans la farine? Enfin, comment ton sixième sens de la gentillesse, comment ça se passe? Alors évidemment que je me suis faite avoir, hein, comme tout le monde dans ma vie. Après, déjà moi, je ne veux dans ma vie que des gens sympathiques. Alors, je sais que ça paraît un peu bébête de dire ça, mais moi je trouve que la sympathie, c'est une qualité extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je veux autour de moi que l'on puisse sourire, que l'on puisse rire, être poli. Moi, même les gens que je connais pas dans la rue, en fait, je suis polie avec eux, je leur souris. J'ai un problème avec l'antipathie. En fait, c'est quelque chose vraiment. Je crois foncièrement pas antipathique. Je l'ai jamais été de ma vie. Genre, je veux dire, même dans les situations les plus cocasses ou gênantes, ou qu'il m'arrive des trucs, par exemple. Tiens, hier soir, je suis sortie faire la fête avec Marie, ma copine des coquettes, et des copains. Et puis, on va aux toilettes. Et puis, il y a deux filles qui disent « Oh là là, mais vous êtes les coquettes, j'ai trop envie de faire une photo avec vous. » On était dans les toilettes, on venait de danser 2 heures. Ma frange était frisée alors qu'elle doit être raide normalement. J'étais mais rouge comme pas possible, transpirante et tout ça. En vrai, j'avais pas du tout envie de faire cette photo. Je me suis dit, mais je vais être dégueulasse sur cette photo. Mais elles étaient tellement mignonnes, les filles, elles étaient tellement sympas, tellement contentes de nous mettre dans les chiottes d'une boîte, que je me suis dit, franchement, évidemment que je vais leur faire la photo, en fait. C'est pas grave si je suis dégueulasse sur une photo. C'est un détail, c'est une anecdote, on s'en fout. Mais je trouve que voilà, quoi, quand tu vas à la boulangerie, que tu commandes une baguette de pain, et ben ouais, t'as le droit de sourire à ta boulangère, et si elle te rend ton sourire, en fait, c'est une journée qui commence bien, tu vois. Donc déjà, je me dirige naturellement vers les gens sympathiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'essaye de faire, ça, j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, j'essaye, c'est que quand je sens qu'il y a un truc qui pue, j'arrête de me convaincre que ça pue pas. En fait, je me dis, tu vois, genre, parce que des fois, t'aimes tellement bien les gens que tu trouves qu'il y a un comportement qui est un peu bizarre, un truc qui est pas forcément, genre, tu te dis, c'est gentil ou c'est pas gentil? Ce qu'elle m'a dit ou ce qu'il m'a dit là, c'est un truc gentil ou en vrai, c'est pas trop sympa? Tu sais, des fois, tu sais pas trop, il y a des choses qui sont dites un peu avec l'humour et tout, et tu sais pas trop quoi en penser et tout. Et en fait, j'essaye d'être attentive à ça et de m'écouter et de me dire, attends, si je me pose la question, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et au lieu de laisser pourrir le truc et de me dire, non, mais non, franchement, c'est sûr, c'est une personne gentille et tout. Au lieu de faire ça, maintenant, en fait, j'essaye de poser la question. En fait, c'est la fille de The Sorority qui m'a appris à penser comme ça. Je sais pas si vous connaissez cette appli. C'est une appli d'entraide. Ah, mais c'est génial. Alors, je peux faire la pub de The Sorority. Oui, vas-y, parce que rien que gratuit, titre, ça me donne envie. Et c'est un truc d'entraide. En fait, c'est une application donc complètement gratuite qui vérifie les identités, qui est autorisée que aux femmes et aux minorités de genre. Et c'est une appli, par exemple, tu es dans la rue et tu as une frayeur, tu te fais suivre. Et ben tu peux regarder autour de toi toutes les filles qui sont présentes et qui peuvent te venir en aide. Trop bien. Genre, par exemple, moi, si je reçois une alerte, je vais aller, je vais faire salut Léa, ça va et tout. Du coup, la personne, ça va la couper dans son truc. Tu as aussi des filles avec des perruques roses. Ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent t'accueillir chez elles. Par exemple, tu es en situation de violence conjugale, tu as besoin de partir tout de suite, tu sais pas où aller, tu regardes à côté de chez toi, il y a 3 filles qui sont capables de t'ouvrir la porte et de te dire ok, pose-toi sur mon canapé, on va prendre un café et tu vas pouvoir dormir là cette nuit. C'est gratos, c'est vraiment un truc d'entraide, c'est génial.
Et en fait, cette technique qu'elle m'a appris, qui est une technique de défense un peu dans la rue, parce que c'est mon type d'autodéfense, c'est que quand quelqu'un te dit, par exemple, dans la rue, un truc un peu dégueu ou quoi, en fait, c'est de lui poser sincèrement une question en retour. Excuse-moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as dit? Et en fait, les gens, de s'entendre le redire et de pas fuir dans cette situation, bon, sauf quand on se sent en danger, évidemment qu'on fuit, mais et de mettre la personne face à ça, en fait, finalement, ça va le déstabiliser en face et toi, tu vas avoir une petite fenêtre peut-être pour t'échapper. Et donc maintenant, j'essaye de faire ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un me dit, par exemple, je vais te dire n'importe quoi, tiens, c'est pas à moi qu'on l'a dit, mais je l'ai conseillé à une copine maquilleuse qui m'a dit, tu te rends compte, lui, j'étais à un mariage, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, rentre ton ventre sur les photos, en rigolant. Euh, et moi, je lui ai dit, mais tu sais ce que tu aurais dû lui répondre? Bah, tu aurais dû lui dire, excuse-moi, pourquoi tu veux que je rentre mon ventre? Mais très sincèrement, en fait, et les gens, ça les déstabilise. Donc maintenant, j'essaye, en fait, J'ose tellement pas, moi, faire ça. bah oui, et ben en fait, moi, je me force. C'est-à-dire que vraiment, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bah oui, en fait, parce que si en face, tu as quelqu'un de bien intentionné, elle va tout de suite, cette personne, savoir que elle va désamorcer cette situation. Voilà. Alors que, ou en tout cas, elle va voir que ça t'a pas forcément blessé, mais interrogé, en fait, que t'as pas bien compris ce qu'elle voulait dire, puisque tu demandes à répéter. Donc, si c'est quelqu'un de OK, va adoucir cette situation et tu vas te dire, bon, là, c'est peut-être moi qui ai été un peu fragile à cet endroit et tout ça. Mais si c'est quelqu'un qui te dit ça pas de manière gentille, alors tu vas le percevoir. Parce que la personne, elle va s'emmêler les pinceaux, elle va paniquer, et tu vas tout de suite le sentir. Donc, j'essaye de faire ça. Et puis aussi, j'ai adopté une technique nouvelle dans ma vie ces derniers temps qui est la disparition. Parce qu'avant, j'avais toujours besoin que les choses elles soient dites, qu'on règle, tu vois, les machins, quand il y a un petit désaccord, on en parle, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait de l'énergie, en fait, et que ça me faisait plus de mal que de bien. En fait, si ça marche pas, si ça marche plus, bien. En fait, on retrouve nos vies et c'est super. Et comme ça, on n'a pas besoin de se faire du mal, parce que parfois, quand on est en colère, on se dit des trucs pas cool et tout. Et moi, en fait, j'ai remarqué que la colère des autres, elle me touchait un peu, mais celle qui me touche le plus, c'est la mienne de colère. Quand moi, je suis en colère, je me fais pas du bien. Donc, j'essaye de pas me mettre en colère. Et voilà comment j'essaye de choisir un peu mon entourage. Mais je vous rassure, parfois, je me trompe magistralement. Non, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'exercice de la question. Et bon, Pas l'application, mal. vraiment top. Je vais la télécharger direct. Ah ouais, t'es la chargée là. Mais, ah ouais, trop bien. Ouais, c'est Mais trop bonne l'exercice idée. de la question, je trouve ça vraiment chouette. Du coup, j'ai trop envie, tu sais, d'envoyer des messages genre à ma grand-mère pour ce qu'elle m'a dit il y a 11 ans. Genre, Mamie, vas-y, formule-le. Genre, tu lui enverrais quoi comme message? bah, je lui enverrai. Mais pourquoi je serais mieux avec 2 kilos en moins du coup. Surtout 2 kilos, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est Ah, puis clair. depuis, j'en ai pris 25, donc elle a bien fait. Elle a bien fait de te le dire. Ce qui se passe quand on nous dit ce genre de choses. Ah ouais, franchement, Ouais. Non, c'est les pires réflexions. non, mais c'est très bien. Ouais, c'est trop cool. Parce que moi, j'avais la situation et j'en parle pas mal avec ma psy. Et moi, c'est le genre de truc que je ne réponds, mais zéro. Bon, je pense pas que ma belle-mère n'écoutera, mais tant pis si elle écoute, peut-être que ça la secourra un peu. La dernière fois, elle sort le goûter à mon neveu. Et donc, elle sort tout le goûter sur la table. Et elle me regarde, elle me dit, ah, désolée. Et je dis, bah quoi? Elle me dit, bah toi, tu peux pas goûter. Et je dis, bah comment ça, je peux pas goûter? Bah non, mais on a que de la pâte à tartiner, des gâteaux et tout, c'est pas bon pour toi. Et moi, bah, comme je sais pas faire, je me referme comme une huître et je dis rien et je boue à l'intérieur, mais je n'ose rien dire. Et du coup, cette Moi, dans cette technique-là, situation, la question, elle aurait été parfaite. ben oui, je sais, c'est pour ça que j'y pense et je me dis, putain, j'aurais trop dû, mais j'ose tellement pas. C'est terrible. Ça me fait une peine, tu peux pas savoir à chaque fois. Ah, c'est horrible, ils se rendent pas compte, les gens, de dire En des fait, phrases comme ça. et c'est surtout que sous le couvert de la bienveillance, en fait, Exactement. vraiment, on fait du mal aux gens, en fait. On les abîme, on les empêche de se construire correctement. Et encore, tu es une adulte, tu as une réflexion sur les choses, tu as du recul, tu arrives presque à en rire, même si c'est pas drôle pour toi, j'imagine. Mais ça veut dire que ton neveu, et peut-être même qu'il y avait d'autres enfants à côté de toi, c'est rentré dans leurs oreilles. Euh, et forcément, ça les construit et ça fera d'eux soit des grossophobes, soit des gens qui ont un problème avec leur rapport à l'alimentation,
soit des gens qui vont grossir par peur de ne pas grossir. Enfin, je veux dire, ça crée forcément des choses. Ah ben je pense que ma belle-mère a créé tous les troubles que j'ai alimentaires, parce que ma belle-mère est dans ma vie depuis que j'ai 8 ans, donc autant vous dire que des phrases qu'elle me dit maintenant à 29 ans, elle me les a dit bien entre 8 et 29 ans. Oui, Ah, Donc c'est vrai que non, oui, mais ça c'est reste ancré en fait. dramatique, en fait, c'est dramatique. Moi, mon plus gros travail en tant que maman, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de paroles, enfin, j'ai pas envie de dire mauvaises, mais de paroles polluantes qui rentrent dans les oreilles de mon fils. Parce que je sais que j'élève pas mon enfant seul, on est toute la communauté à l'élever, son école, sa famille, ses amis, voilà. Et je me dis, mais je ne peux pas filtrer, malheureusement. Des fois, j'aimerais avoir une petite télécommande et dès qu'il y a des mots un peu de merde, mais comme toi, quand tu mets des paillettes sur les gros Ouais, mots, des tu vois. paillettes, tu peux lui mettre des paillettes, ça c'est clair. J'aimerais lui mettre des paillettes à l'entrée des oreilles, mais malheureusement, je peux pas. Donc, la seule chose que j'essaye de faire, c'est de le préparer à recevoir ces choses-là et à savoir quoi en faire. Ouais, c'est Mais pas c'est évident, hein, difficile. mine de rien. En tant que maman, j'imagine que ça doit être vraiment un travail de tous les jours, quoi. C'est un truc qu'il faut pas l'oublier une seule Ah bah, fois, c'est quoi. surtout que c'est présent partout. C'est présent partout, c'est-à-dire mais pas que la grossophobie, hein, le sexisme, le racisme, l'homophobie, la grossophobie, enfin, toutes les discriminations. En fait, quand tu regardes dans le détail et que tu es un peu attentif à ça, tu vois que c'est partout, dans les dessins animés qu'il regarde, dans les bouquins qu'il lit. Euh, voilà, et c'est très difficile de lutter, très, Mm. très, très Ouais, c'est difficile. clair. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu ne peux pas. Oui, tu peux pas tout Tu peux contrôler, et juste puis essayer de le construire suffisamment pour qu'il soit apte à recevoir et à filtrer par lui-même, parce qu'en fait, tu ne peux pas le faire pour lui. je pense que comme tu as construit une communication où tu lui parles de tout, il sera capable de venir te voir le jour où il a un doute sur tel ou tel sujet. Enfin, tu vois, je pense que, enfin, j'ai l'impression que la communication a l'air bien installée, et c'est aussi ça. Oui, Enfin, de- il me fait rire, par exemple, quand Euh, tu vois, je lui ai vachement expliqué ce que c'est que les jouets genrés et tout ça, et qu'en fait, il n'est pas obligé, quand on fait la pêche à la ligne, de choisir le côté gauche où il y a les pistolets et de ne pas prendre le kit de docteur à droite parce qu'il est rose et que voilà, je lui ai vraiment toute sa vie dit, en fait, tu choisis ce que tu veux, on s'en fiche, il n'y a pas de jouet pour les filles, il n'y a pas de jouet pour les garçons, machin et tout ça. Et du coup, je vais pas faire de la pub, mais euh, une fois par mois, il a le droit de manger un fast-food très connu que tout le monde connaît. Voilà. Et tu sais, il y a livres, jouets garçons, jouets filles ou jouets mixtes. Et, euh, et j'en ai eu cette conversation quand il était plus petit et tout ça. Et maintenant, de lui-même, à chaque fois, je lui dis, parce que je lui pose la question, je lui dis, tu veux un livre, un jouet mixte, un jouet garçon, un jouet fille? Il me dit, maman, un jouet mixte, évidemment. Il n'y a, pas de jouet pour les garçons, ni de jouet pour les filles. Tu vois. J'adore. Je me dis, j'attends, il a que 6 ans et demi, tu vois. Dans 2-3 Ouais, mais ans, on c'est peut déjà, tomber attends, sur... c'est déjà ouf. Évidemment qu'on peut un jouet de garçon. Tu vois, ça peut Attends, arriver. à 6 ans et demi, il est déjà plus avancé que la plupart des hommes que je côtoie. Donc franchement, Parce qu'ils n'ont pas été élevés il est par des en mamans bonne de notre voie. génération qui sont quand même carrément Non. plus éveillées que nos mamans sur Ouais, tous c'est ces clair. sujets. Ah bah oui, il y a aussi une histoire de génération. Moi, il y a quelque chose que j'ai complètement abandonné, c'est j'adore mes grands-parents, ils sont adorables, mais je n'ai plus l'énergie de rentrer dans des débats et dans une tentative d'éducation. C'est-à-dire que je me dis, en fait, c'est terrible, mais c'est trop tard. La dernière que mon grand-père m'a fait, c'était, il y avait une histoire, donc une femme qui avait écrit, une femme noire, qui avait écrit un poème ou un livre, ou je ne sais plus. Et il y avait eu un... C'était paru dans la presse, et évidemment mes grands-parents lisent Le Point, donc je vous laisse imaginer le bord. Voilà, pour ne pas citer la droite. Et dans Le Point, c'était écrit en disant où va-t-on la traductrice blanche a été accusée de ne pas savoir bien traduire, et donc on forçait une traductrice noire. Et mes grands-parents, alors si tu veux, ça fait l'actualité du repas. Mais c'est incroyable. C'est quoi je vais dropper le racisme anti-blanc. Elle est capable de traduire, et j'essaie de leur dire, mais en fait, c'est pas une question de couleur, c'est une question de vécu. C'est-à-dire que traduire quelque chose, il faut le ressentir. Traduire en plus quelque chose qui est engagé, comment veux-tu... Enfin, moi, je serais incapable de traduire correctement
des mots d'une personne racisée qui vit des choses que je n'ai jamais vécues. Et donc, ça perdrait toute la force. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Clairement. Et après 24 heures de discussion sur le truc où personne n'avait changé d'avis, je me suis vraiment dit, en fait, je laisse tomber. Enfin, ce type de sujet avec les personnes qui sont d'une génération qui est trop loin, qui n'a pas du tout été éduquée à ces choses-là, en fait, c'est pénible pour les deux côtés. Donc, il y a des combats que j'ai envie de mener et des combats où je me dis, bon, voilà. Hein. Ouais, non, mais T'as raison. raison. C'est-à-dire que je pense que ce que tu pointes du doigt, c'est aussi une génération. C'est-à-dire que c'est l'âge. Moi aussi, il y a des choses sur lesquelles j'ai renoncé avec mes parents. Mais par contre, ceux avec qui je renonce pas, c'est des gens de mon âge, c'est les gens plus jeunes, c'est les enfants. Là, je renonce pas. Voilà. Mais c'est vrai que à un moment donné, quand tu expliques à tes parents ou à tes grands-parents pendant des heures pourquoi et qu'il n'y a pas de retour, à un moment donné, tu sais que de toute façon, c'est tes parents, c'est tes grands-parents. Comme eux, ils t'aiment de manière inconditionnelle. Toi aussi, tu les aimes de manière inconditionnelle. Oui. Donc, tu les prends avec ce qu'ils sont, même si ça fait un peu chier. Voilà. Non, mais tu vois, moi, mes parents, je sais qu'un jour, c'était après avoir lancé Cuisseau. Donc, Cuisseau qui est quand même beaucoup ancré de ces choses-là, de lutte contre la grossophobie, qui est une vraie thérapie pour moi, en fait, cette marque. Et mes parents voyaient un peu mes posts et j'avais fait des petits réels en parlant de mon rapport au corps, de mon rapport à l'alimentation. Et mon père, un jour, me dit, j'ai écouté et j'ai remarqué que beaucoup de choses avaient été créées par nous. J'aimerais bien qu'on en parle, que tu m'expliques, Oh, etc. c'est tellement C'est mignon. trop bien. Discussion géniale avec mes parents là-dessus, des choses sur lesquelles ils comprenaient, des choses qu'ils avaient du mal à comprendre, mais depuis, je n'ai plus aucun commentaire de mes parents sur mon apparence physique, que ce soit C'est trop bien. positif, négatif, rien. Alors parfois, je le vois dans les L'œil. yeux, mais je sais qu'ils font pareil. Ils me font plus du tout de remarques qui étaient un peu drôles, tu vois. C'était pas méchant, mais genre, bon, bah Léa, tu vas quand même pas nous laisser la fin du gratin dauphinois, tu vois. Bah évidemment, j'allais pas la laisser, mais, mais bon, voilà, je n'ai plus. Mais ça te regarde à aucun... toi et pas les autres. Ouais, voilà, ça les regarde pas. C'est pas ma faute s'il est bon. Enfin, voilà. Je vais rater ton gratin dauphinois, maman. Voilà. Voilà, désolée. Mais tu vois, depuis, plus aucune remarque de mes parents. Et donc, il y a quand même de nouveau, on y revient à cette atmosphère familiale qui est quand même très chouette. Il y a quand même des choses que tu peux expliquer. Et moi, je pense que les gens qui t'aiment le comprennent d'autant plus s'ils voient la souffrance qu'il y a derrière. C'est pas juste, je te rentre dedans pour te rentrer dedans, t'es vraiment trop con, t'as rien compris, mais quelle génération de clochards. Voilà, c'est vraiment juste, à titre personnel, j'en ai souffert, j'en souffre encore aujourd'hui. Je vous jette pas la pierre parce que vous ne l'avez pas fait consciemment. Mais c'était notre époque, le rapport au voilà, corps et au mais bien poids sûr, était très différent à l'époque. mais bien sûr. Mais voilà, à partir de maintenant, pour m'aider un petit peu, pour me faire moins de mal, voilà la petite action que vous pouvez mettre en place. Et ils y arrivent bien. Alors, c'est resté bloqué à l'étage parent. Hein. L'étage d'après n'a pas. C'est n'a déjà pas mal. C'est déjà super. C'est déjà super. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, après 2 jours après, ma grand-mère on fait barbecue, et après j'arrête avec les anecdotes, elle sert 2 saucisses à mon copain et une saucisse à moi parce que je suis une fille. Et Mais oui, tu manges moins qu'un garçon. voilà. Voyons. Oh là là. Je vais quand même pas manger 2 saucisses. Alors qu'on est d'accord que la saucisse au barbecue, c'est quand même la vie. Bah, Ah non, c'est mais c'est une clair. passion. Non, mais du coup, je me suis levée et je suis allée la chercher moi-même et j'ai rien dit. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce sera la conclusion de cette anecdote. Voilà. J'arrête avec mes anecdotes culinaires. Non, mais c'est chouette aussi de voir que on peut le dire autour de nous et ça a des impacts aussi parce que on a tendance à tout garder pour soi et à se dire bah de toute façon c'est mon problème et les autres ils le font pas, enfin ils le font en conscience et du coup ils sont pas au courant que ça peut me blesser ou que ça peut me faire du mal, et juste le fait des fois de l'expliquer, de mettre des mots dessus, bah mine de rien ça nous coûte peut-être au départ, mais en effet si les gens autour nous aiment et nous soutiennent, bah après ils le font plus, ils le font différemment et ça change tout en fait. Enfin la communication, je pense que c'est vraiment la clé de tous ces sujets quoi. Absolument. Et Lola, je vois qu'on arrive bientôt à la fin, mais je me dis, est-ce que ce serait pas le moment, si tu as envie d'en parler, de nous faire une petite explication sur l'assaut que tu as lancé du coup, Avec puisqu'on plaisir. est dans ces sujets-là, si tu veux un petit peu en parler, prendre 2-3 minutes pour expliquer ce que vous faites, comment on peut vous aider, c'est Ouais, peut-être le moment. vraiment. Alors en fait, l'année dernière, j'ai participé je vous explique un peu comment est née la grosse asso. J'ai participé à un documentaire qui s'appelle Grosse, le poids de la réussite, qui a été réalisé par Aline Thomas.
Et voilà, elle m'a contactée, elle m'a dit: «Voilà, je fais un documentaire, je cherche des témoignages de filles qui se sont construites, professionnellement et personnellement, hem, avec le fait d'être grosses et qui racontent leur parcours et qui racontent, qu'à un endroit elles ont réussi». Donc au début, je lui ai dit: «Ah bon? Et tu veux vraiment que je dise salut? Ouh, j'ai réussi, je suis grosse et j'ai réussi». C'est difficile quand même, comme discours et tout ça. Elle m'a dit: «Non, mais c'est sous forme d'interview, je raconte mon histoire et il y a 8 autres filles et tout ça». J'ai été charmée par, cette fille. J'ai accepté de participer à son documentaire et on est devenues un peu copines et comme, moi je travaillais, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand elle m'a appelée pour me dire: «Voilà, je travaille sur un documentaire qui s'appelle Grosse, le poids de la réussite», je lui ai dit: «Écoute, je suis en train d'écrire un seul en scène qui s'appelle Grosse». Donc c'est drôle. Et forcément, moi, ça fait 2 ans que je fais un peu des recherches sur ce sujet, que je me renseigne, que j'essaye de comprendre le fonctionnement de la grossophobie, pourquoi, comment la pensée elle a évolué, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Euh, voilà, j'essaye de suivre le travail de tous les gens qui travaillent là-dessus. Et puis effectivement, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur le sujet. Et Aline, comme ça faisait aussi 2 ans qu'elle travaillait sur son documentaire, elle a aussi beaucoup travaillé sur le sujet. Ce qui fait qu'on est devenues copines dans la vie, mais qu'on avait quand même un vrai sujet de prédilection qui était la grossophobie. Et c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps à échanger sur ce sujet. On se faisait grandir mutuellement, c'est-à-dire on se faisait progresser sur notre pensée par rapport à ce sujet. Et donc on en parlait. Et puis au bout d'un moment, en fait, on s'est dit, on a envie de faire quelque chose concernant ce sujet, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on a travaillé toutes les deux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il existe déjà des associations? Est-ce que... Voilà, donc j'ai un peu cherché. Je ne me suis pas forcément sentie représentée dans ce qui était déjà en place, même si je trouve que tout le travail qui est fait est admirable et que voilà, il faut absolument que plus on est nombreux et génial c'est, et plus génial c'est, pardon. Et donc on s'est dit, bah, et si on montait notre asso? Alors, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet asso? Parce que au début, en fait, tu as juste une idée de te dire, ah, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire quelque chose pour que ça change, parce que bah, justement, j'ai un fils et j'ai envie qu'il grandisse dans une société que j'aime plus et que je considère meilleure, quoi. Donc, d'abord, il y a une grosse partie administrative quand on monte une association. Donc, ça nous a pris plusieurs mois. Les statuts, machin, le truc. En plus, bon, on est toutes les deux des artistes. Donc, laisse-moi te dire que tout ça, c'est un sacré bordel pour nous. Voilà. Et en fait, on s'est dit qu'on allait travailler vraiment sur 2 angles, sur 3 angles exactement différents. On a envie de travailler d'abord, et c'est la première chose qu'on a fait avec une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux, qui a pratiquement 1 million de vues aujourd'hui, donc on est trop contents, qui a été relayée par elle est plein de tellement médias. chouette. Elle est géniale. Elle est Ouais. géniale. Moi, je peux te dire que j'ai fait péter mon carnet d'adresses comme jamais. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai vraiment demandé un service à tous les artistes que je connaissais et j'ai essayé d'avoir la meilleure qualité possible de personnes dans cette vidéo pour défendre ce sujet. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour faire avancer la pensée et la réflexion des gens. Et justement, on a abordé dans cette vidéo aussi ce que c'est que la grossophobie bienveillante, celle qui est faite en se disant mais non, mais c'est pour ton bien, et expliquer en fait ce que ça crée. Voilà, un problème à aller chez le médecin, voilà, les gros ne se font plus soigner, ça crée des dépressions, ça mène jusqu'au suicide. Bon, bref, tout est, je pense, assez bien dit dans cette vidéo. Donc ça, c'était notre première campagne, on va dire, qui concerne vraiment l'évolution de la pensée globale autour de la grossophobie. On va essayer d'en faire peut-être une fois par an une vidéo sur un sujet assez précis et essayer de toucher le plus grand nombre avec cette vidéo. Ça, c'est la première ligne, on va dire, de l'asso. La deuxième ligne, et c'est celle certainement qui me tient le plus à cœur, c'est l'intervention dans les milieux scolaires. Alors, on va pas faire que les milieux scolaires, on va évidemment aussi aller faire dans le milieu médical, dans le milieu professionnel, parce qu'il faut aller partout où est-ce que la grossophobie existe. Mais le milieu scolaire, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc, on a fait notre première intervention dans un lycée professionnel de Créteil il y a à peu près un mois. C'était extrêmement intéressant. C'est là qu'on se rend compte que vraiment la pensée grossophobe, elle est construite très tôt chez les jeunes et qu'ils sont très intelligents. Donc, quand on leur explique
qu'il y a plus de 100 raisons qui font qu'on est gros dans la vie, qu'il faut arrêter de dire que c'est parce que tu bouffes trop ou tu fais pas assez de sport. Peut-être que c'est parce que tu bouffes trop, peut-être que c'est parce que tu fais pas assez de sport, mais il y a aussi plus de 98 autres raisons qui font que tu peux être gros et que donc forcément ton jugement sur l'autre, il est biaisé par une pensée qui est fausse. Et ça, vraiment, ça les a fascinés et moi, ça m'a beaucoup intéressé de faire ça. J'espère qu'on va le faire de plus en plus. En fait, là, pour l'instant, on le fait à petite échelle parce que une association, quand elle a moins d'1 an, elle ne peut pas demander l'accréditation pour l'éducation nationale, ni l'accréditation comme association d'intérêt public. Donc ça, c'est le deuxième truc. Voilà, les interventions dans des milieux ciblés. Et le troisième truc qu'on a envie de faire et qu'on met en place, mais évidemment c'est long parce que déjà on n'est que 2, même si on vient de faire un appel à bénévoles, et qu'on va s'entourer très bientôt. Donc ce sont des actions ciblées. Par exemple, il y a des sujets précis qui posent problème aux personnes grosses et c'est améliorer le quotidien des personnes grosses. Exemple, c'est compliqué de trouver des vêtements de seconde main pas chers quand on est gros. Et ben, organisons un vide dressing solidaire, un vrai truc où tu as vraiment des fringues pas chères, où tu peux venir t'habiller avec ta taille, où tu te dis pas putain, je vais acheter un pull oversize en L. Voilà, un vrai truc solidaire où avec des vraies règles et tout ça. Voilà. Il y a un problème avec la pilule du lendemain. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Elles ne sont pas dosées correctement quand tu es une personne grosse. Les pharmacies ne sont pas formées pour accueillir et le dire. Donc, il y a des femmes grosses qui prennent la pilule du lendemain, qui sont enceintes et qui se retrouvent à devoir pratiquer un avortement, alors que si on leur avait donné la bonne pilule du lendemain, il n'y aurait pas ce problème. Ça, ce sont des petites actions ciblées qu'on va essayer de mettre en place sur des sujets spécifiques. Là, j'en ai donné 2 au hasard, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Où on se dit, voilà, ça, c'est un sujet précis sur lequel on peut essayer d'améliorer le quotidien des personnes grosses. Et donc, on va travailler là-dessus. Mais là, pour l'instant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de construire un maillage autour de nous, parce que c'est bien, nous, on est à Paris, mais Paris, c'est pas la France. Donc, on essaie d'avoir un maximum de bénévoles partout en France pour que quand on lance des campagnes, elles puissent être d'envergure nationale plutôt que ciblées en Ile-de-France. Voilà. Et ça s'appelle la grosse asso. Bah moi déjà, je vais te contacter parce que j'ai envie d'être bénévole dans ce genre d'asso et je suis à Lyon, donc il y a quelque chose à faire à Lyon aussi. Génial. Ah, c'est hyper chouette. Enfin, vraiment, je t'admire pour tout ça parce que vraiment, t'es engagé, tu le fais avec le cœur et enfin, vraiment, ça m'émeut. Ça a un sens, quoi. Ça a un sens. Ah, on va encore pleurer. Je suis chialeuse, hein. Je chiale hyper facilement. Hein. Vraiment, ah, moi je chiale en 2 secondes aussi. Moi aussi, c'est un drame. C'est un drame dans ma vie parce que parfois, t'as pas. Ah, moi, je suis tellement contente. Ah ouais? Ah ouais? Moi, je déteste le moment où, genre, je suis énervée, je suis fatiguée, je suis frustrée, il n'y a aucune larme qui coule. Je suis vraiment genre, mais il faut que ça sorte et je suis là. Ah, moi, je pleure trop. Moi, ça me gonfle. Je pleure trop pour rien. Moi, ça me fatigue. Ah, moi, j'adore pleurer. Moi, j'aime pleurer, mais chez moi. Mais par exemple, quand tu es dans une situation professionnelle ou un truc qui te gonfle et que toi, tu pleures alors que tu as envie de pleurer, tu as envie de montrer que tu en imposes, tu vois, et que tu n'arrives pas à te retenir, c'est terrible. Et alors, moi, vraiment, quand j'étais enceinte, c'était une catastrophe, c'est-à-dire que j'étais multipliée par 10. C'est-à-dire que dans chaque situation, préparez-vous les filles, où je ressentais une émotion, peu importe laquelle, c'est-à-dire, on me disait un truc très gentil, ça me faisait plaisir, je pleurais. Il y avait un truc où j'avais une gêne, une honte, je pleurais. Mais c'était une catastrophe. Ma copine, Marie, là, elle faisait que rire, elle me disait, mais tu es géniale, une fontaine à eau, la fille. Peu importe ce qu'on disait, genre, vraiment, c'était, oh, t'es bien habillée aujourd'hui. Merci, hyper gentil. C'est une chialeuse de compète. Hein. Ah, je vais pleurer pour tout. Moi, dites-vous que quand je suis dans le bus et que je vois un autre bus croiser le bus à Lyon et que les chauffeurs se saluent, ça me fait quelque chose. Genre, je sais pas, je trouve ça trop mignon qu'il se fasse un petit signe. Donc, à tout moment, quand je on en parle du moment où on en parle du moment où Marie est devenue aveugle dans La Petite Maison dans la Prairie. Ah, j'ai jamais vu. Ouais, moi je pense que c'est pas ma génération, La Petite Maison dans la Prairie. Et du coup, j'avoue, j'ai pas le. Désolée, on en a plein d'autres. Oui, on en a plein d'autres références. Bah, genre hier je re-regarde Desperate Housewives et hier soir j'ai regardé l'épisode où Mike meurt. Désolée pour tous ceux qui n'ont pas vu Desperate Housewives, mais et j'ai rechialé. Oui, voilà, j'ai rechialé alors que ça fait au moins la 15e fois que je le vois, mais Mike qui meurt devant sa porte là avec Suzanne, c'est pas possible. C'est horrible. C'est vrai qu'il est terrible cet épisode, terrible. Voilà. Ah, mais moi ça m'a brisé le cœur et il y avait mon copain à côté qui me regardait genre, est-ce que tu vas encore pleurer? Et j'étais en mode, tu sais, j'essayais de rester un peu forte et bien sûr qu'il y avait les larmes qui coulaient en mode, bien sûr que je vais pleurer. Est-ce que t'es pas énervée? Moi, mon copain, il a tendance à
décidément, c'est son procès, mais à me gêner quand je veux pleurer. Tu sais, genre, moi, j'aime bien la fin des films, ils sont émouvants, donc je chiale. Et ensuite, lui, il arrête le générique. Et moi, je suis là à mi-chialade. Genre, mais en fait, pas du tout, il faut me laisser Laisse-moi la musique. vivre le sentiment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Genre, non. Non, moi, je pense que c'est plus que ça le fascine parce que lui, il pleure jamais devant une série ou un film. Et je pense qu'il est plus fasciné par comment elle peut ressentir une si forte émotion pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, tu vois, Mike. Enfin, tu vois, je pense que c'est plus la fascination. Pardon, c'est que tu le connais. Voilà, c'est combien d'épisodes on passe ensemble. C'est vrai, arrête de te juger. C'est ma famille. Exactement. Je vais te dire, moi j'ai un tel problème, c'est que quand j'aime quelqu'un dans une série à fond, quand il change de série, il joue un autre personnage, je continue à l'appeler par le prénom du rôle d'avant, parce que pour moi, c'est Mike, et ce sera pas quelqu'un d'autre. Et tu trouves qu'il y a des dissonances entre ces personnages? Alors, ils ont le malheur, si j'ai le malheur de regarder en VF et qu'ils changent la voix, ils se sont foutus de ma gueule. Ah non, là, tu vois, là, je suis colère. Et là, cette colère, je l'accepte, hein, parce que c'est légitime. Hein, je la laisse me pénétrer, voilà. Ce sera le mot de la C'est parfait pour clôturer ça. Ça me semble idéal. Ouais, on a une petite question de fin, Lola, qu'on pose à tous nos invités. Quel gentil ou gentille tu aimerais voir au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Connu, pas connu, ça peut être qui ta tu mère, veux, ça peut être ton gardien, ça peut être tout le monde, ça peut être vraiment qui tu veux. Attends, je réfléchis bien parce que j'ai envie de faire une réponse à... J'ai envie de tout donner sur sa dernière question, d'accord? Je veux partir sur quelque chose au top. Quelqu'un que je trouve très gentil, vraiment gentil. Je crois que je dirais, parce que j'aurais pu dire Aline, parce que évidemment, elle aurait pu parler d'un sujet qui me passionne, mais je vais parler d'un autre copain, moi, qui s'appelle David Sollazzo et qui est comédien. Et en fait, pourquoi j'aimerais le voir? C'est parce que il s'intéresse beaucoup à la représentation dans les médias de la diversité. Et je trouve que c'est un sujet passionnant. Ça fait 2 ans qu'on en parle beaucoup entre nous et que lui, il est très, très sensible à cette cause. Et il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, David, mon pote, à un moment donné, si vraiment ce sujet il t'intéresse, il va falloir que tu ailles plus loin et que tu fasses un vrai truc. Donc, renseigne-toi sur les assos, rentre dans les assos. À un moment donné, en fait, c'est génial de convaincre son entourage, mais ce qui est vraiment encore plus chouette, c'est le moment où tu as l'impression d'avoir des actions qui sont concrètes et qui font avancer les choses. Et je lui dis, en plus, crois-moi, ça te fera à toi aussi beaucoup de bien. Et donc, il a participé, il a candidaté pour un conseil qui s'appelle le 50-50. Bon, bref, il a un vrai discours par rapport à ce sujet. Il a envie de s'engager là-dedans. Et je trouve que ce serait une bonne personne à interroger pour parler de ça. Bah avec plaisir. L'appel est lancé. C'est noté. Bon, moi, j'ai vraiment entendu David Sodebo, mais je vais essayer de retrouver le nom. Est-ce que tu aurais faim, Lélé? Parce qu'il est presque midi. Il est midi 39. Voilà, je te connais. On arrête. Elle est trop bavarde, Lola. Maintenant, j'ai faim, merde. Moi, en plus, quand j'ai faim, je suis grognon. Salut les hamburgers. Voilà. Léa, t'es un peu pareil, je pense, quand t'as faim. Moi, je suis grognon, faut pas me parler. Genre, si j'ai faim, je suis un peu en mode arrêtez, j'ai faim. Enfin, tu vois, genre, je suis un peu drama. Ah non, moi, je suis. Non, moi, je suis non, grognon. moi, c'est pas grognon, moi, je suis intenable. Enfin, tu vois, souvent quand j'ai faim et que les autres sont pas prêtes pour aller manger, je tournicote, je leur fais des pchit avec la bombe, tu sais, rafraîchissante, je dis des trucs, je lance des petits papiers, enfin vraiment c'est genre l'enfant terrible quoi. Moi j'ai faim et oui, il est 11h et alors c'était trop bien, Lola. J'ai envie que ça dure éternellement cette conversation. Vraiment, c'était passionnant. C'était vraiment, sympa, mais quand vous êtes de passage sur Paris, venez boire un café. Mais grave. Moi, Léa est sur Paris. Avec plaisir, Léa. T'as mon numéro de téléphone, je t'ai appelé, non? C'est moi que t'as appelé, mais je lui transmettrai. C'est ça. Putain, mais non, mais vraiment, j'étais aux urgences. En même temps, on est deux Léa, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est avec moi que tu vas la reine Trop Bonne, Trop Cool. T'habites dans quel coin? Attends, ça s'est arrêté là, l'enregistrement? Non, on va conclure et on ne divulguera pas l'adresse de Léa. Désolée aux auditeurs et aux auditrices qui voulaient aller chez Léa. Vraiment, tous mes fans ils étaient comme ça, derrière leurs écouteurs en mode « Oh mon Dieu, ils vont dire où elle habite !» Prends un stylo
Non, on va conclure tranquillement. En tout cas, merci. Par contre, les filles, faut organiser. Pardon. Merci, vas-y. Il faut organiser un apéro trop bonne, trop cool. Ça, c'est Oui. super. Oui. Moi, je veux faire une colonie de vacances. Oui. Mais moi, c'est dans mes un apéro projets. déjà, c'est pas mal pour commencer. Oui, déjà un verre, apéro, c'est bien en plus. Ouais, ouais, carrément. Il faut qu'on fasse ça. C'est une trop bonne oui. idée. Tu seras à la guest list. Tu seras en haut de la guest list, hein, bien sûr, Lola. Tu t'en doutes. Si on peut se faire sponsoriser par Sodebo, je pense que la boucle serait bouclée. Bon, bah, c'est un appel à Sodebo, sponsoriser notre événement avec des super clubs sandwich. Ouais, voilà, pardon pour eux, mais je trouve ça dégueulasse. Donc, ah oui. On fera pas avec. Bref, on fera pas avec eux. Voilà. Désolé, Sodebo. Bon, là, t'as vraiment le head partenariat de Sodebo qui écoute et qui est là genre, oh franchement, je trouve ça un peu fort de café. Quand tu commences à dire des expressions comme ça. Elle a envoyé 3 boîtes de conserve, et bah tant pis pour elle. Tiens, annulez la commande là. Bon, Lélé, est-ce que je te laisse conclure ou ça va te... Non, c'est bon, je conclue. C'est bon, t'es prête? Déjà, oui, je suis prête. Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui sont arrivés jusque-là. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Merci beaucoup, Lola. Si vous voulez suivre Lola sur Instagram, c'est @LolaCess, je pense. Cess, ça s'écrit comme ça se prononce, CES. Vraiment, c'est pas difficile. Ou sur Les Coquettes, son super trio de chanteuses géniales. Et puis, nous, on se retrouve. Alors, ça sera peut-être le dernier épisode de la saison. Oui, je pense. On se retrouve. Ce sera le dernier, et on se retrouvera à la rentrée. On a pas mal d'épisodes prévus et ça va être trop bien. Et du coup, peut-être, Léa, si tu veux dire un petit mot pour la fin de cette première saison. On était contente, franchement, c'était une belle aventure. On a lancé ça hyper naïvement avec Léa et on était trop contente du retour qu'on a eu des premiers épisodes qu'on a sortis. Donc là, c'est que le début. Vraiment, attendez-nous à la rentrée, on arrive fort. En effet, on a déjà des invités dans la valise. Donc on est prête à tout dégainer à la rentrée. Franchement, ça va être trop cool. Donc merci beaucoup. Et puis merci aux gentils qui se sont prêtés au jeu parce que c'est des épisodes un peu intimes où on se questionne pas mal sur des sujets un peu qu'on n'ose pas trop dire normalement dans la vie de tous les jours, donc ça fait du bien. Enfin, moi vraiment, c'est comme Léa Cuisseau, c'est une thérapie, moi trop bonne, trop cool, c'est ma thérapie et vraiment ça fait trop du bien. Enfin vraiment, voilà. Donc merci à tous, merci à toutes et puis on se dit à la rentrée. À la rentrée. Longue vie à trop bonne, trop cool. Bisous. Bientôt, des bisous.